Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Ophélia Godin. Je suis épidémiologiste de formation et chercheuse dans l'unité INSERM du professeur Le Boyer et à la Fondation Fondamentale depuis une dizaine d'années maintenant. Je suis en charge de l'aspect épidémiologique de la cohorte psycho. Et je travaille sur les données issues de cette cohorte depuis une dizaine d'années. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on voulait d'abord, avant tout, vous remercier, vraiment vous dire un très grand merci pour votre participation à la cohorte. C'est essentiel vraiment pour faire avancer la recherche et améliorer la prise en charge des maladies mentales. Donc, souvent, quand on participe à une étude, à une cohorte, on se demande un petit peu à quoi ça sert. Une cohorte, ça permet de suivre un groupe d'individus sur le long terme, donc pendant plusieurs années, afin d'étudier l'évolution de leur santé ou de leur maladie et d'étudier un certain nombre de facteurs qui vont pouvoir modifier justement l'évolution de ces trajectoires, de ces maladies. Et c'est vraiment un outil qui est clé de la recherche en santé publique. Participer à une cohorte, bah, ça permet déjà de mieux comprendre sa propre maladie. Ça permet aussi d'avoir accès potentiellement à des innovations thérapeutiques, hein, avec la possibilité de bénéficier plus tôt de nouvelles approches diagnostiques. Et puis, s'engager pour la communauté, bah, ça permet de manière générale à permettre de contribuer à l'amélioration des prises en charge pour la schizophrénie. Alors aujourd'hui, on sait que les maladies mentales, c'est vraiment un enjeu majeur de santé publique, hein. Une personne sur trois a été, est ou sera atteinte par une maladie mentale. C'est la première cause mondiale de handicap selon l'OMS. En France, on considère qu'environ 12,5 millions de personnes sont concernées par une maladie mentale. C'est la première cause d'arrêt de travail devant les cancers et la première cause de dépenses de santé avec un coût qui a été estimé à 163 milliards d'euros en 2018. Et malgré tout ça, il y a encore énormément de besoins qui ne sont pas satisfaits, qui ne sont pas remplis. Et au niveau de la recherche, en tout cas, on manque encore aujourd'hui de marqueurs, de diagnostics, de trajectoires, de pronostics. On ne sait pas bien qui va répondre ou pas encore au traitement. Et on n'a pas non plus assez, enfin, en tout cas, on a peu d'innovations diagnostiques ou thérapeutiques sur les dernières années. Donc, c'est dans ce contexte-là que la cohorte psychohorte, elle a été créée. Elle est coordonnée par la Fondation fondamentale depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Elle a permis d'inclure 1618 individus atteints de troubles bipolaires et de schizophrénie. L'objectif global de cette cohorte, c'est d'identifier des facteurs cliniques et biologiques de l'évolution des pathologies. Et puis, je vais revenir un petit peu plus en détail dessus. Cette cohorte, elle a été financée par un programme qu'on appelle le programme d'investissement d'avenir, qui est un programme de l'Agence nationale de la recherche. Et puis, elle est également soutenue par certains mécènes à la Fondation fondamentale. Et la cohorte psycho, elle est scindée en deux cohortes. La cohorte schizophrénie, qui a inclus 649 individus dans la cohorte, et puis la cohorte bipolaire, qui a inclus 969 individus. Alors, si on creuse un petit peu plus sur les objectifs de la cohorte, cette cohorte, elle avait pour objectif principal l'identification des formes cliniques des différentes pathologies, donc troubles bipolaires et schizophrénie, en fonction d'un certain nombre de caractéristiques, comme par exemple l'âge de début, la présence d'un déclin cognitif, l'existence de comorbidités somatiques. Elle avait pour objectif également de caractériser des trajectoires de patients en fonction des symptômes, des biomarqueurs, mais aussi des comorbidités. Un des objectifs était également d'évaluer l'impact de la prise en charge par les centres experts, de leurs coûts médico-économiques, sociétal et de la qualité de vie des patients. Et je vais vous montrer quelques exemples. Et puis, il y avait également comme objectif l'idée de pouvoir identifier des biomarqueurs du diagnostic. C'est pour ça que dans la cohorte, on prélève les individus pour construire une biobanque qui nous permettra par la suite et qui nous permet par la suite d'analyser les marqueurs sanguins. Et puis, d'une manière un petit peu plus globale, cette cohorte avait aussi pour objectif de mettre en place des collaborations nationales et internationales
afin d'accélérer le progrès scientifique dans l'étude de ces pathologies. Alors la cohorte psycho, vous le savez, elle se base sur les centres experts qui sont des réseaux de soins et de recherche. Il en existe pour 4 pathologies: les troubles bipolaires, la schizophrénie, les dépressions résistantes et l'autisme sans déficience intellectuelle. Ça correspond à environ 53 centres qui sont répartis un petit peu partout en France. Vous pouvez les voir ici sur la carte. Et au jour d'aujourd'hui, on a plus de 8000 individus qui ont été évalués dans ces centres et qui ont permis de recueillir un grand nombre de données cliniques et également de prélèvements biologiques. Et ça a permis de créer des grandes cohortes, et notamment, par exemple, la cohorte bipolaire, qui est la plus grande cohorte au monde. Donc, ce réseau de centres experts, vous le connaissez, hein, vous le connaissez bien, c'est un système de recours qui est spécialisé par pathologie, qui est gradué, qui est intégré dans le parcours de soins. Alors, concrètement, comment ça se passe? Ben, les personnes sont adressées soit par leur psychiatre, soit par leur médecin traitant. Un bilan diagnostic standardisé et exhaustif est réalisé en centre expert par une équipe pluridisciplinaire qui comprend des psychiatres, des psychologues, des neuropsychologues, des infirmiers. Un certain nombre de recommandations thérapeutiques personnalisées sont proposées aux personnes concernées, à leur entourage et aux médecins adresseurs. On peut proposer aux personnes de participer à des protocoles de recherche clinique et l'ensemble des données vont être ensuite analysées et publiées dans des articles scientifiques. Et puis, on essaye régulièrement de faire un retour vers les personnes autant qu'on peut. Ce qu'on, un des exemples qu'on a pu montrer, par exemple, c'est l'impact des centres experts sur la prise en charge des individus. En particulier, on a montré que les centres experts et le suivi en centre expert permettaient d'améliorer le pronostic des individus avec une amélioration qui est clinique. Alors ici, ce sont des travaux qui ont été réalisés dans le réseau des troubles bipolaires, mais c'était pour vous donner un exemple et vous montrer qu'être suivi pendant 2 ans, ça permettait de diminuer les symptômes, ici les symptômes dépressifs et maniaques, de diminuer les comorbidités psychiatriques et d'améliorer le fonctionnement global ou l'adhérence au traitement, par exemple. On a également pu montrer que le nombre de jours de réhospitalisation était réduit de 50% avec un suivi de 2 ans après une prise en charge dans les centres experts. Et cette réduction du nombre de jours d'hospitalisation, de réhospitalisation, elle s'accompagne également d'une réduction du coût direct du trouble bipolaire, puisqu'on sait que les hospitalisations représentent à peu près 80% du coût direct des maladies psychiatriques. Alors, les centres experts, ça permet également d'avoir un impact sur la recherche et l'innovation avec des collaborations avec des équipes de recherche nationales et internationales. Ça permet également de partager des outils, que ce soit des outils de diagnostic, des bases de données, des biobanques, des travaux de recherche. Ça donne bien sûr une visibilité de la France en termes de publications scientifiques et ça fait rayonner la France à ce niveau-là. Par exemple, on voit que le professeur Marion Loyer et le professeur Franck Bellivier font partie des 10 premiers auteurs internationaux sur les maladies psychiatriques. Et puis, ça permet surtout des découvertes majeures en psychiatrie, en particulier des découvertes de gènes impliqués dans l'autisme ou alors encore l'implication des maladies immuno-inflammatoires dans les maladies mentales, l'importance des comorbidités somatiques, et je reprendrai la parole tout à l'heure pour vous faire une présentation sur ce sujet-là, mais également l'impact des facteurs environnementaux dont on va aussi parler tout à l'heure, ou encore le style de vie. Et vous le voyez depuis le début de la cohorte, ça c'est la courbe de l'ensemble des publications avec vraiment une augmentation exponentielle du nombre de publications qui sont issues de la cohorte. Aujourd'hui, on a plus de 135 publications scientifiques internationales et les chercheurs continuent encore aujourd'hui de faire des demandes d'extraction et de travailler sur ces données. Et voilà, là c'était un petit exemple pour vous montrer un petit peu les exemples de comment ça se présente un article scientifique. Et je vais maintenant laisser la parole au professeur Lorca qui va se focaliser plus sur la cohorte schizophrénie pour vous donner un peu
l'ensemble des résultats qu'on a pu observer depuis le début de la cohorte. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, à toutes et tous. Donc, je vais vous parler de la cohorte schizophrénie pour vous présenter ce qu'évoquait Ophélia sur les différentes recommandations et quelques travaux. Alors, il y a eu, comme vous l'avez vu, pas mal de publications et de travaux qui ont été faits. Et donc, je me suis focalisé principalement sur le regroupement de travaux qui permet de donner des recommandations et puis un travail un peu spécifique. Alors, les principaux résultats, donc, c'est vraiment les découvertes et les recommandations qu'on a pu en tirer. Donc, tout d'abord, la cohorte, qu'est-ce que ça représentait, hein? Donc, vous voyez, dans la période d'inclusion de la cohorte, hein, on a commencé en 2015, elle s'est poursuivie jusqu'en 2025. Là, on a eu une première période qui a été 2015-2020, puis on a justement, compte tenu de la bonne qualité dans le cadre du projet et du financement qu'on avait obtenu, en fait, ça a été maintenu et on a eu un soutien pour la poursuite de cette cohorte. Vous voyez que 656 patients présentant une schizophrénie ont pu être inclus, 578 on peut avoir les prélèvements biologiques qui permettent de différents travaux, et que vous voyez, il y a une variation en fonction des centres, hein, des centres qui recrutent plus que d'autres, ça tient aux aspects d'organisation, ça tient aux aspects de population autour de l'endroit où sont recrutées les personnes qui ont été incluses dans cette cohorte. Et puis vous voyez c'est parfois difficile de faire les prélèvements, c'est parfois difficile de maintenir les personnes dans la cohorte. Alors en fait, quand on a fait cette cohorte, il y a eu une évaluation à mi-parcours, au bout de 2 ans et demi, il y a eu une évaluation avec un jury, puisque en fait ça avait été financé, comme on l'a vu, par le plan investissement d'avenir. Et un des éléments, c'est qu'effectivement, on a dans une cohorte, quand on suit les gens dans le temps, ben, on les perd parfois de vue, ce qui est une difficulté importante. Et on avait mis en place un certain nombre de mesures pour diminuer ces pertes de vue et de façon à ce qu'on puisse voir les gens au moins 2 fois, les personnes au moins 2 fois, pour obtenir les informations très importantes de perspective. Alors, comme on l'a dit, ces cohortes visent à observer l'évolution dans le temps de manière très précise, très spécifique, mais avec les traitements et tout un tas de caractéristiques des patients qui ont participé, qui ont accepté de participer à ce grand projet. C'est un élément très important parce qu'à partir de ça, comme je vous le disais, et comme l'avait évoqué Ophélia tout à l'heure, il y a des recommandations qui sont proposées et à partir des résultats scientifiques qu'on a pu mettre en évidence. On a publié plusieurs recommandations, on les publie dans les revues internationales, à comité de lecture, qui témoignent de la qualité du travail fourni et dont le but, c'est la dissémination parmi les professionnels. Et puis on essaie justement, à la fois, comme aujourd'hui avec vous, mais aussi avec d'autres professionnels, de partager tous ces éléments pour essayer de favoriser l'utilisation de ces informations dans la pratique clinique quotidienne. Alors, ça, c'est une recommandation globale qui avait été faite par rapport à de nombreux résultats. On avait essayé de faire une somme des résultats des différentes publications qui ont été menées et qui nous donnaient différents types d'informations. Alors, des informations assez classiques qu'on a pu observer dans cette population qui a été étudiée. Donc, tout d'abord, le fait qu'il vaut mieux favoriser l'utilisation d'un seul médicaments antipsychotiques et plutôt de deuxième génération, qu'il faut éviter ce qu'on appelle les correcteurs anticholinergiques, car ils peuvent avoir des effets délétères, et que le sentiment subjectif ressenti par la personne qui reçoit un traitement antipsychotique est vraiment un élément important à prendre en compte, car il peut modifier notamment l'observance au traitement. Et donc, ça, c'est des choses assez classiques qu'on a confirmées dans notre cohorte, mais qui sont importantes à rappeler. Un élément important aussi, c'est l'utilisation des benzodiazépines. Les benzodiazépines, c'est ces anxiolytiques qu'on emploie, comme par exemple le diazépam, le Valium, le lorazépam, ces médicaments-là, le nom fini en âme en règle générale, et en fait, sont associés dans leur utilisation l'utilisation au long cours a plutôt des modifications des capacités cognitives et aussi à l'agressivité. C'est important parce que les médicaments qui sont fréquemment employés du fait de leur utilité sur l'anxiété, mais qui malheureusement peuvent avoir ces effets indésirables qui ne sont pas forcément suffisamment évalués et pris en compte par les cliniciens, et c'est un élément important. Alors, deux aspects plus cliniques. Chez les patients sous de schizophrénie, on retrouve
de manière très importante dans notre échantillon des personnes présentant un épisode dépressif caractérisé qui est associé, qui est souvent sous-diagnostiqué et sous-traité. Ça veut dire que ça n'est pas identifié par les cliniciens parce que souvent il y a des signes qui ne sont pas forcément bien évalués, notamment la confusion entre, par exemple, le ralentissement qui peut être lié à la dépression et les signes négatifs de la schizophrénie. Et donc, ça pose un problème d'identification et donc, à cause de ça, un problème de traitement. Et on se rend compte que les approches non pharmacologiques, les aspects de psychothérapie ou de thérapie psychosociale, de soutien sont importantes, mais que les approches pharmacologiques avec l'utilisation des antidépresseurs, il y a eu longtemps l'idée que les antidépresseurs étaient peut-être délétères chez les patients souffrant de schizophrénie, mais la réalité, c'est que c'est souvent très efficace et en tout cas, en termes d'efficacité, il faut traiter les dépressions. Et puis, les interventions somatiques pluridisciplinaires, c'est le tabagisme et son sevrage. Les patients souffrant de schizophrénie ont souvent un tabagisme important qui est associé à différents facteurs de risque par rapport à leur santé, mais aussi qui augmente le risque d'avoir cette dépendance au tabac. Et il faut intervenir. On peut se sevrer du tabac, même quand on souffre de schizophrénie. Il faut dépister le syndrome métabolique, on en reparlera. Et puis quelque chose qu'on a pu identifier dans notre population, c'est que la douleur physique chronique est souvent sous-identifiée, elle est souvent présente. Pendant longtemps, on a eu des fausses idées sur la perception de la douleur chez les patients souffrant de schizophrénie. Et clairement, c'est vraiment quelque chose qu'il faut dépister parce que la présence de la douleur chronique est associée à beaucoup d'altérations de l'état de santé, de la qualité de vie des patients souffrant de schizophrénie. Et puis un élément qui paraît anecdotique, mais en fait, on retrouve beaucoup de patients de schizophrénie. Alors, il y a des études physiopathologiques sur la vitamine D avec une hypovitaminose D. Et en tout cas, c'est important de l'évaluer et de donner une supplémentation, particulièrement l'hiver, comme on peut le faire dans d'autres populations. Mais c'est vraiment un élément important. Donc, comme vous voyez, des éléments qui à la fois sont connus et d'autres éléments qui sont moins connus, avec quand on voit une sous-identification de la dépression, c'est un élément important et puis qui favorise la prise en charge, qui nécessite la prise en charge globale des patients, comme ont pu le montrer ces études pratiquées sur la cohorte. Ensuite, un autre élément, la fréquence des troubles du sommeil. Les troubles du sommeil, c'est extrêmement fréquent. Et chez les patients souffrant de schizophrénie, on est pratiquement les deux tiers des patients, comme vous le voyez, 58,2, et donc évalué avec des outils qui mesurent que les sujets qui ont des troubles du sommeil présentent une moins bonne, enfin, une altération de la vigilance dans la journée, une consommation plus importante de médicaments pour dormir, ce qui est logique, mais aussi une difficulté à s'endormir, une mauvaise qualité du sommeil. Et donc ça, c'est des éléments vraiment importants, mais on voit que les personnes présentant des difficultés de sommeil, des troubles du sommeil, ont souvent une migraine associée, la dépression, une mauvaise observance au traitement. Donc en fait, la recommandation qu'on a faite par rapport à ça, c'est la nécessité absolue du dépistage systématique, éventuellement avec des outils spécifiques, pour caractériser les troubles du sommeil et ce qui peut améliorer justement ces différents aspects associés à ces troubles du sommeil et qui donc améliorent globalement la qualité de vie des patients. Et puis, sur l'activité physique, donc il y a des recommandations globales hein, sur l'activité physique, comme vous le voyez, qui sont connues. Ah, il y a quelqu'un qui fait des dessins. C'est pas moi, je suis navré. Et donc, en fait, dans la cohorte, on voit que seuls 20% des patients qui sont suivis atteignaient le seuil recommandé par l'OMS et que quand on a une activité qui est adéquate et suffisante, eh bien, on a un meilleur profil glycémique, on a un meilleur bien-être psychologique, une meilleure estime de soi et une meilleure résilience par rapport à l'état. Donc, on voit que, bien sûr, l'activité physique, elle a un impact sur la santé physique et sur le profil glycémique et lipidique, mais aussi sur tous les paramètres de la manière dont on se sent et donc sur, bien sûr, la qualité de vie. Donc l'intérêt, c'est vraiment de promouvoir ces programmes d'activité physique, mais avec la notion d'être vraiment très spécifique pour fixer des objectifs réalistes et donner toutes les ressources possibles aux personnes présentant ces troubles, les troubles schizophréniques, de pouvoir mettre en œuvre ces recommandations dans les meilleures conditions possibles. Enfin, le dernier élément que je voulais vous montrer, qui est aussi quelque chose
qui va dans le sens des travaux qui sont menés au sein de la Fondation autour de l'inflammation périphérique, hein, donc qui a été publié également. Et en fait, l'inflammation périphérique, elle est identifiée relativement fréquemment chez les patients souffrant de schizophrénie et avec un pronostic qui est de moins bonne qualité. Alors en fait, la mesure de cette inflammation périphérique, elle est souvent associée on peut le faire avec de la C-réactive protéine hautement sensible, donc c'est une manière de le caractériser et qui est assez facile à faire en routine, hein, puisque dans la plupart des établissements c'est possible. Et on se rendait compte que dans la population, 40% avaient cette inflammation de bas grade, souvent associée, donc comme c'est noté là, donc à un surpoids qui est donc le syndrome métabolique qui favorise l'environnement inflammatoire, mais aussi le manque de soins dentaires. Et surtout, donc, cette inflammation, alors difficile d'établir un lien de causalité, mais en fait, on a une symptomatologie plus intense et une agressivité plus fréquente, des manifestations dépressives et une altération du fonctionnement. Donc, on voit l'importance de cette identification avec un bilan biologique, un prélèvement biologique très simple, premièrement, et l'importance, une fois qu'on a repéré, de pouvoir rechercher la cause pour traiter et limiter toutes les conséquences plutôt négatives, péjoratives qui peuvent y avoir dans l'évolution lorsqu'on présente cette inflammation. Voilà ce que je voulais vous présenter. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions spécifiques par rapport à ça. Ah, c'est une bonne question sur l'utilisation des agonistes GLP-1, des analogues, pardon, GLP-1. En fait, il y a un projet de recherche pour l'utilisation de ces analogues GLP-1 spécifiquement chez les sujets de souffrance de schizophrénie et donc qui est en cours, qui est en ce moment assez compliqué à mettre en œuvre pour des raisons dans lesquelles je ne vais pas rentrer, mais dont on peut penser qu'il va pouvoir évoluer positivement dans les mois qui viennent. Donc ça veut dire que c'est une question importante puisqu'on sait la révolution, en tout cas qui est associée à l'utilisation de ces analogues GLP-1 et donc qui sont vraiment des traitements dont on connaît l'impact mais aussi le coût et puis dont il faut évaluer l'impact à long terme, mais en tout cas qui sont vraiment d'intérêt et je pense qu'on pourra donner résultat peut-être dans 1 ou 2 ans. Alors en attendant, ben, on revient toujours sur deux aspects différents. Bon, bien sûr, l'aspect de l'activité physique, un des points qui a été évoqué, toujours difficile à mettre en œuvre, qui nécessite ces stratégies spécifiques et il ne s'agit pas de faire forcément du sport à outrance, hein, mais surtout de pouvoir faire de façon régulière, adaptée et avec des objectifs qui sont bien identifiés. Et par contre, l'autre élément, c'est qu'il y a beaucoup de travaux qui mettent en évidence que un traitement comme le glucophage, la metformine, a été largement utilisé. Il y a des méta-analyses qui mettent en évidence que l'association avec les traitements antipsychotiques, lorsqu'on est stabilisé, peut favoriser justement la perte de poids, l'amélioration du bilan glucidique et lipidique. Donc en fait, ça peut être une stratégie en sachant que s'il y a aussi le choix d'antipsychotiques qui ont un profil par rapport au syndrome métabolique qui est moins embêtant. Donc voilà. Et en fait, pour la CRP, eh ben, comme demandé dans la conversation, euh, effectivement, le surpoids, les soins dentaires, dans notre cohorte, étaient associés à cela. Il y a une vigilance particulière alors, sur le surpoids, bien sûr, avec toute la notion du syndrome métabolique, mais aussi sur les soins dentaires, la difficulté d'accès aux soins, et en fait, qui est une des problématiques qu'on rencontre chez les patients souffrant de schizophrénie et qui est importante à prendre en compte, sur lesquelles on doit alerter la nécessité de mettre en œuvre des stratégies. Alors, il y a des endroits où pour les personnes qui ont des difficultés, quelles qu'elles soient, à avoir des seins dentaires, il y a pas de, il y a pas enfin, il y a des possibilités d'avoir des soins dans des conditions de bonne qualité, mais ça, il y a pas, c'est pas à tous les endroits. Clermont-Ferrand, c'est possible, mais je ne sais pas si c'est partout la même chose. Quant à l'AMM pour la metformine, effectivement, il n'y a pas d'AMM, mais les médicaments peuvent être utilisés hors AMM sous responsabilité du clinicien à partir du moment où il y a des informations qui sont dans la littérature de bonne qualité. En ce qui concerne la metformine, il y a de nombreuses études randomisées contrôlées qui le démontrent avec plusieurs méta-analyses, mais toutes les études existent hein, qui montrent cet impact, premier élément. Deuxième élément, il y a une nécessité d'information
lorsqu'on prescrit, en expliquant pourquoi on fait cela, et bien sûr la surveillance par rapport à cela. Donc c'est important d'avoir l'information et en sachant que on utilise très fréquemment dans de nombreux contextes et pas seulement en psychiatrie, des médicaments hors AMM, mais sous cette limite-là, qui sont les limites de la bonne qualité des preuves sur lesquelles on base notre choix de prescription. Ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne. Donc, en fait, là, ce sont quelques exemples hein, un peu spécifiques. Et donc, je vais céder à nouveau la parole à Ophélia Godin, qui a annoncé qu'elle allait évoquer ça, puis je l'ai dit également. Et puis, de toute façon, s'il y a des questions qui portaient sur la première partie, bien évidemment, vous pourrez les poser à la fin, puisqu'on aura de la même manière une petite session questions-réponses. Ophélia, à vous. S'il n'y a pas de réponse, c'est qu'a priori, c'est OK. Donc, effectivement, moi, je vais vous parler de l'impact des maladies physiques et en particulier donc, du syndrome métabolique des facteurs cardiovasculaires à partir de résultats issus de la cohorte psycho-schizophrénie. Donc, pour commencer, quelques rappels, quelques mots sur le contexte. Maintenant, les données de la littérature montrent très clairement une espérance de vie qui est réduite entre 10 et 20 ans chez les individus souffrant de schizophrénie par rapport à la population générale, avec des taux de mortalité qui sont souvent 2 à 3 fois supérieurs. Il y a des données aussi en France, avec ici les résultats d'une étude de l'IRDES qui a travaillé à partir des données du SNDS, donc le système de l'assurance maladie et qui montre donc l'écart d'espérance de vie chez des individus atteints de schizophrénie, donc qu'ils ont appelé ici troubles psychotiques, et qui montre un écart donc entre 14 et 15 ans par rapport à la population générale. Un point qui a rapidement été mis en évidence, c'est que cette surmortalité, elle est avant tout due à la présence de comorbidités physiques et en particulier aux maladies cardiovasculaires et au cancer qui sont la première cause de mortalité dans la population d'individus souffrant de schizophrénie. Et donc, du coup, c'est dans ce contexte-là qu'il y a une dizaine d'années à peu près, on a commencé à s'intéresser donc à la prévalence des facteurs de risque cardiovasculaire, en particulier du syndrome métabolique. Alors, le syndrome métabolique, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est pas une maladie en soi, hein, c'est un ensemble d'anomalies physiques et biologiques qui vont augmenter le risque de développer des maladies cardiovasculaires et qui comprend l'obésité, en particulier un tour de taille élevé, l'hypertension, des anomalies lipidiques, donc des taux élevés de triglycérides ou des taux bas de bon cholestérol, le cholestérol HDL, ou encore une glycémie anormale. Et grâce aux données de la cohorte, on a pu montrer que la fréquence de ce syndrome métabolique, elle était élevée dans la population de personnes souffrant de schizophrénie, donc 24%, 2 fois plus que ce qu'on observe en population générale sans troubles psychiatriques. On a également pu mettre en évidence que les individus étaient peu traités, comme vous pouvez le voir sur le graphique de droite. Par exemple, pour l'hypertension, quasiment 80% des individus ne sont pas traités pour leur hypertension alors qu'ils ont des chiffres de pression artérielle élevés. Et ça a été publié maintenant il y a quelques années. Plus récemment, on s'est intéressé à la stéatose hépatique non alcoolique. Pourquoi? Mais parce qu'il y a des études qui suggèrent que ce serait la manifestation hépatique du syndrome métabolique. Alors, euh, comme pour le syndrome métabolique, c'est une maladie qui est asymptomatique. Elle est caractérisée par une accumulation de graisse au niveau du foie. Et lorsque rien n'est fait, une inflammation peut se produire, se propager et aller jusqu'à la fibrose hépatique, voire la cirrhose hépatique. Et donc, comme pour le syndrome métabolique, on observe une forte prévalence de cette condition chez les individus souffrant de schizophrénie, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Et donc, c'est un travail qui n'a pas été encore publié, mais qui a été soumis. Alors, il y a toute une série de facteurs et de causes qui expliquent cette forte prévalence des comorbidités cardiovasculaires. Je ne vais pas avoir le temps aujourd'hui de rentrer dans le détail, mais globalement, ça implique des facteurs liés au style de vie, liés aux addictions, il y a des facteurs socio-économiques, il y a des effets secondaires de certains traitements, et puis il y a des études qui suggèrent et qui ont montré
qu'il y avait des facteurs génétiques et biologiques communs entre la schizophrénie et les maladies cardiovasculaires. Ce que je voulais souligner aujourd'hui avec vous en plus, c'est que la présence de ces comorbidités somatiques, elle a un impact sur la santé physique des individus, c'est indéniable, mais elle a également un impact sur l'évolution en elle-même de la maladie. Et on a pu montrer, grâce aux données de la cohorte et en suivant les individus dans la cohorte, que par exemple, les individus qui présentaient un syndrome métabolique avaient 3 fois plus de risques de faire une rechute psychotique dans le suivi. On a montré également que la présence de ce syndrome métabolique est associé à des performances cognitives plus faibles ou encore augmente le risque de ne pas répondre correctement aux traitements prescrits. Donc, ce sont des travaux qui soit ont été publiés, soit sont en cours de publication dans des revues internationales. Donc, santé mentale, santé physique sont indissociables, avec une prévalence élevée des facteurs de risque cardiovasculaire qui sont souvent peu traités, des conséquences sur l'évolution de la maladie. L'ensemble de ce travail, ça a permis vraiment de montrer l'importance, donc on l'a dit, le professeur Lorca l'a dit tout à l'heure, de dépister systématiquement et de surveiller en routine l'ensemble des facteurs de risque cardiovasculaire avec une approche multidisciplinaire. Et grâce à la cohorte, on a pu ainsi disséminer l'ensemble de ces résultats auprès des professionnels de santé, sensibiliser les personnes concernées, comme on le fait aujourd'hui. Et puis, par exemple, il y a des programmes d'éducation thérapeutique du patient qui ont pu être mis en place dans certains centres experts avec une focalisée sur la prise en charge du syndrome métabolique. Juste une toute petite dernière slide où je voulais vous montrer un peu qu'est-ce qu'on peut faire au niveau individuel. Et je vous ai présenté ici quelques actions à adopter, en particulier essayer de prendre régulièrement rendez-vous chez votre médecin traitant et de demander un bilan sanguin, ne pas hésiter à parler des effets secondaires des traitements à son psychiatre, essayer autant qu'on peut d'adopter une hygiène de vie saine, donc on l'a déjà dit tout à l'heure, mais voilà, une alimentation saine et équilibrée, l'activité physique régulière, essayer de diminuer ou d'arrêter la consommation de tabac, d'alcool ou des autres drogues, avoir des rythmes de sommeil réguliers. Et puis pour finir, il y a dans la littérature un certain nombre d'études qui montrent que des interventions de type, donc enfin non pharmacologique, de type stratégie comportementale ou encore psychoéducation, peut avoir un impact positif, donc à la fois sur les paramètres biologiques et le poids, mais aussi, comme l'a évoqué tout à l'heure le professeur Lorca, sur la santé mentale des individus. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à mon collègue, à mon prochain collègue. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de parler dans ces réunions et de pouvoir faire un retour aussi sur les différentes recherches. Donc la question, c'est aussi le rétablissement. De quoi parle-t-on? C'est une réalité en psychiatrie, tout le monde s'accorde maintenant à le dire. On a des données sur plusieurs décennies démontrant la question du rétablissement, mais finalement, qui le définit? De quoi est-ce qu'on parle? On entend beaucoup. Ça devient aussi un mot valise. Donc finalement, le rétablissement, c'est quoi? Si on prend le point de vue des cliniciens, le rétablissement, c'est la rémission symptomatique complète, c'est-à-dire la disparition de tous les symptômes, plus un emploi à temps plein ou à temps partiel, ou le fait de suivre des études, plus un logement autonome sans supervision par des proches, plus avoir des amis avec qui partager des activités de loisirs, le tout pendant une période d'au moins 2 ans. Donc une définition qui est quand même assez restrictive et qui concerne, dans ces conditions, à peu près 15% des personnes qui présentent une schizophrénie. Le rétablissement, il peut être aussi compris du point de vue des personnes concernées, au sens existentiel du terme. Et dans ce cas-là, de quoi est-ce qu'on parle? On parle d'espoir, on parle d'identité, remettre la maladie à sa juste place, celle de vulnérabilité, comme vous le voyez à l'écran sur la marguerite, mais avec un individu qui a ses valeurs, ses croyances, ses rêves, ses espoirs, ses rôles sociaux. Et finalement, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de rétablissement? On parle en fait de construire une vie qui vaut la peine d'être vécue pour soi, satisfaisante et qui apporte du bonheur. Et c'est aussi une question, et ça vient sur la dialectique du rétablissement, d'acceptation et de changement. Patricia Digan le dit très bien dans la phrase que vous voyez à l'écran. C'est le paradoxe du rétablissement. En acceptant ce que nous ne pouvons pas faire ou être, nous commençons à découvrir qui nous pouvons être et ce que nous pouvons faire. Donc la question, quand on voit ces deux définitions, elles peuvent apparaître totalement opposées. C'est quel était en fait le point
Dans quelle mesure ces deux rétablissements étaient corrélés ou s'influençaient l'un l'autre et dans quelle mesure ils étaient distincts. Et c'était tout l'enjeu du travail réalisé au sein de l'accord des centres experts schizophrénie. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Alors déjà, on a trouvé que si on considère les choses d'un point de vue transversal, c'est-à-dire à un moment donné dans le temps, à l'inclusion dans les centres experts, c'était deux choses extrêmement différentes qui avaient vraiment presque pas de point commun. On regardait le rétablissement clinique par rapport aux personnes non rétablies cliniquement et qui ne se considéraient pas comme rétablies. On voyait que les personnes avaient un meilleur insight, avaient aussi plus d'adhésion au traitement, celles qui étaient rétablies cliniquement, et fonctionnaient globalement mieux. Par contre, elles n'étaient pas différentes des personnes non rétablies sur le plan de la dépression et de la qualité de vie, ce qui veut dire elles étaient déprimées et leur qualité de vie était faible. Ça reflète un peu ce que Paul Leisecker appelait le paradoxe de l'insight, c'est-à-dire que un bon insight fait qu'on fonctionne objectivement bien, mais si on ne se considère pas comme rétabli et qu'on ne considère pas qu'on a une vie qui soit satisfaisante, riche de sens et qui vaille la peine d'être vécue pour soi, ben on n'est tout simplement pas heureux. Ce qu'on pouvait regarder sur ceux qui se considéraient comme rétablis, par rapport à ceux qui étaient non rétablis sur un plan clinique ni sur un plan personnel, ce qu'on remarquait, en fait, c'est qu'ils étaient pas différents sur le plan des symptômes, sur le plan du fonctionnement, de l'insight, de l'adhésion au traitement. Par contre, ils étaient moins déprimés et ils avaient une meilleure qualité de vie. Quand on regarde à un an, donc sur les 507 personnes qui étaient toujours présentes à un an, s'aperçoit qu'en fait, et c'est ce qu'on voit sur le tableau à l'écran, c'est que le fait d'être rétabli personnellement à l'inclusion était un des principaux prédicteurs du fait d'être toujours rétabli cliniquement à un an, fois 5 au niveau de la probabilité. Pareil pour la question du rétablissement clinique. Le rétablissement clinique était un des facteurs principaux, AV0, du fait de rester rétabli sur le plan personnel AV1. Donc tout ça pour dire que ces deux aspects qui sont très indépendants si on les considère de façon transversale, mais qu'il n'y a pas un rétablissement qui est plus important que l'autre, c'est les deux, puisque si on est rétabli cliniquement, ben, on va aussi plus rester rétabli personnellement, et si on est rétabli personnellement, ben, ça va aussi protéger contre les effets de l'autostigmatisation et aider à avoir une meilleure qualité de vie. Ce qu'on a aussi observé, c'est que la dépression était un des médiateurs des effets, des relations entre rétablissement clinique et rétablissement personnel, d'où le fait qu'il était particulièrement important pour favoriser un rétablissement global, clinique et personnel, de dépasser les effets de l'autostigmatisation, traiter la dépression et bien sûr favoriser une inclusion sociale et la qualité de vie. Et je vous remercie de votre attention. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre engagement au sein de cette cohorte. Je vais vous parler d'un axe de recherche et je vais vous parler des liens entre le milieu urbain, vivre en ville, la densité de population et la schizophrénie. Alors, c'est une association qui est connue depuis longtemps, mais qui suscite, on va dire, l'intérêt des psychiatres depuis peu de temps. Vous voyez, une des premières études sur le sujet remonte aux années 30, hein. C'était des sociologues américains de Chicago qui montrent ici, sur un plan de Chicago, que la prévalence des troubles schizophréniques, la prévalence, c'est la fréquence de la schizophrénie au sein de la population est beaucoup plus importante en centre-ville, en foncé, par rapport à la banlieue, si vous voulez, où il y a beaucoup moins de cas de schizophrénie. Et après cette étude, il va falloir attendre quasiment une soixantaine d'années avant que des psychiatres s'intéressent à cette question. Vous voyez le début des années 2000 avec en point d'orgue ce qu'on appelle une méta-analyse, c'est-à-dire un regroupement d'études sur le sujet qui montre que le fait de vivre en ville, en fait, augmente le risque de schizophrénie d'un facteur 2. Et donc, ce niveau d'urbanicité n'est pas seulement un facteur de risque pour la schizophrénie, mais c'est un facteur de risque dose dépendant, c'est-à-dire qu'il y a une corrélation entre le degré d'urbanicité, la densité de population et le risque de développer une schizophrénie. On a pu répliquer dans un contexte français ces données où on a montré également, vous voyez sur la droite, là, cette étude, une incidence des troubles psychotiques, c'est-à-dire l'apparition de schizophrénie qui est beaucoup plus importante dans des zones très urbanisées versus des zones beaucoup plus rurales. Une fois qu'on a mis en évidence cette association, on va dire, épidémiologique actuellement, l'idée est d'essayer d'identifier quels sont les facteurs qui sous-tendent cette association
Et il y a deux axes de recherche qui ont émergé avec deux hypothèses non exclusives l'une de l'autre, hein. La première hypothèse porte sur l'influence le rôle de facteurs psychosociaux, c'est-à-dire tout ce qui va générer du stress, le stress lié au fait de vivre en ville. Et l'autre axe porte sur l'impact ou l'influence du rôle, enfin, de la pollution de l'air. Alors, quelques exemples, vous voyez, pour les facteurs psychosociaux, il y a des études qui montrent un impact positif pour le coût du capital social, c'est-à-dire qu'il y a moins de cas émergents de schizophrénie dans des quartiers où il y a une vie de quartier, justement, des associations, une participation civique importante. A contrario, dans les quartiers où il y a une forte mobilité résidentielle, où les gens ne se connaissent pas, il y a beaucoup plus de cas émergents de schizophrénie. Le niveau socio-économique a été montré corrélé également avec le risque de schizophrénie, c'est-à-dire niveau socio-économique bas, risque de développer une schizophrénie élevée. Et puis la densité ethnique aussi est une variable qui est associée à un risque élevé, en particulier le taux de migrants au sein des villes. C'était ici quelques exemples sur ce rôle des facteurs psychosociaux. Pour ce qui est de la pollution de l'air, alors on sait qu'inhaler des polluants va générer dans l'organisme des processus d'inflammation qui vont agresser le cerveau et faire le lit des maladies psychiatriques. Vous voyez ici, à titre d'exemple, là, une étude qu'on a menée à Créteil sur 11 années de passage aux urgences, et on a pu montrer qu'il y avait une corrélation, là aussi un lien, entre le nombre de pics de pollution aux particules fines, ce qu'on appelle des PM2.5, le nombre de pics de pollution par an et le nombre de décompensations pour troubles psychotiques. Plus il y a de pics de pollution dans l'année, plus il y a de rechutes de troubles psychotiques. Et on a pu montrer dans cette étude qu'en plus, les rechutes surviennent au moment de ces pics de pollution. Pour explorer un peu plus le rôle de cette pollution de l'air dans les troubles schizophréniques, on est en train de mener actuellement deux études. Une qui est en cours et pour laquelle vous avez peut-être été sollicité, qui est une étude cas témoin et qui consiste à comparer les expositions à différents polluants entre une population de sujets souffrant de schizophrénie, de troubles bipolaires, versus des sujets témoins indemnes de pathologies psychiatriques. Et on va comparer les expositions passées à différentes périodes de la vie, hein, in utero, petite enfance, enfance, adolescence. C'est rendu possible parce qu'on dispose en Europe de données extrêmement précises de pollution, hein, sur des carrés de 2 km sur 2 km jusqu'à 30 ans en arrière. Et on peut reconstruire comme ça, grâce à des historiques résidentiels, le degré d'exposition à la pollution auquel ont été exposées les personnes. Avec l'hypothèse que les personnes qui souffrent de pathologies psychiatriques ont été exposées de manière plus importante à la pollution de l'air que les sujets témoins. Et une deuxième étude qu'on va mettre en place dans les mois à venir, qui est une étude là prospective, hein, qu'on appelle l'étude longitudinale, et qui va consister à équiper des personnes souffrant de pathologies psychiatriques de capteurs de pollution, que ce soit des capteurs de pollution embarqués, un peu comme des micro-cravates, et ajouter à ça des capteurs indoor qu'on installera à l'intérieur des domiciles, le tout couplé à une application smartphone qui va mesurer en temps réel un certain nombre de symptômes psychiatriques, avec l'idée que les fluctuations de la pollution de l'air peuvent être associées à des fluctuations de la symptomatologie psychiatrique. Alors, j'avais que 5 minutes pour parler. Je vous remercie de votre attention. C'était très intéressant, donc merci beaucoup. Alors, on a juste un peu de questions. Il y avait une question dans le chat qui était, à Oui. votre connaissance, la schizophrénie est-elle un facteur aggravant de la mortalité due aux troubles métaboliques ou à l'obésité, hors mauvaise prise en charge? Donc, il y a quelqu'un qui a répondu, mais peut-être avez-vous un point de Oui, vue, Ophélia, exact. Franck. Je vais développer un petit peu, effectivement, en dehors de la mauvaise prise en charge. Je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, mais il y a des études qui montrent qu'il y a une réelle susceptibilité à l'apparition des maladies cardiovasculaires chez les individus souffrant de schizophrénie avec des facteurs génétiques communs entre la schizophrénie et les maladies cardiovasculaires. Et puis, il y a également toute une série de mécanismes biologiques, en particulier le dysfonctionnement du système immuno-inflammatoire, qui est commun à la fois aux maladies cardiovasculaires et à la schizophrénie, et ce qui explique, comme on en a parlé un petit peu tout à l'heure,
cette inflammation de bas grade qui est présente chez les individus souffrant de schizophrénie. Et il y a des études qui montrent, par exemple, qu'il y a plus d'obésité ou de diabète de type 1 chez les individus qui sont à risque de développer la schizophrénie et qui ne sont pas forcément, ou même qui ne sont pas traités. Donc, ça montre bien que ce n'est pas uniquement les traitements, mais il y a voilà, il y a des paramètres biologiques et génétiques. Elle est présente aussi dans l'obésité, tout à fait. Ok, donc pas d'autres questions? Non, je n'en vois pas. Donc moi, je vais donc faire la conclusion. Donc, pour conclure, donc la suite de cette cohorte. Donc, tout d'abord, ben, je reviens à la pédagogie, c'est la répétition, hein. Donc, pourquoi poursuivre une cohorte? Ça a déjà été évoqué. Mais en fait, justement, on a vu, hein, l'aspect des cohortes longitudinales, l'impact des innovations. Et on a essayé de vous montrer un certain nombre de travaux qu'on a pu tirer de ces 10 ans de cohortes dans lesquelles vous avez été impliqués. Donc, c'est un élément important et donc dont on espère la communication permet de modifier, mais c'est lent, et il faut compléter les informations, favoriser le développement et l'appropriation de ces connaissances pour que tout le monde puisse en bénéficier. Donc ça, c'est un élément important. Et euh, une très bonne nouvelle, c'est que en fait, nous avons pouvoir développer une nouvelle cohorte, hein, la cohorte French Minds, qui est la direction scientifique qui est assurée par sur Le Boyer, puis dont je suis l'investigateur principal, et donc en fait qui est un programme à côté de la cohorte. Je vais vous décrire un petit peu les différents éléments de psychiatrie de précision, et dont l'objectif c'est d'améliorer les connaissances, avec un élément central qui est cette cohorte, mais aussi beaucoup d'autres projets de recherche, hein, pour amener les connaissances sur les maladies psychiatriques et améliorer la compréhension, mais aussi les stratégies de prise en charge. Donc, quelque chose qu'on a souvent dit et répété, qu'est-ce que c'est la psychiatrie de précision? En fait, la psychiatrie de précision, comme vous le voyez, donc on a cette notion, les troubles qu'on identifie, on parle souvent on ne parle pas de maladie en psychiatrie, on parle de troubles parce qu'on a une mauvaise connaissance, hein, du fonctionnement de la physiopathologie, c'est-à-dire quelles sont les anomalies physiologiques qui peuvent être observées chez les patients souffrant de schizophrénie. Et donc, en fait, et souffrant d'autres troubles psychiatriques, et on a des formes très hétérogènes. Et en ce qui concerne la schizophrénie, par exemple, on peut avoir des formes qui évoluent au fil du temps, mais qui peuvent être marquées par des manifestations positives, des phénomènes hallucinatoires, par exemple, ou plus tardivement, ou même en même temps, par des symptômes négatifs. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont associées et qui rendent parfois difficile la compréhension. Et comme on l'a vu, déjà, sur les résultats présentés, il faut être très attentif à un certain nombre d'éléments parce que, en fait, ben, chaque patient a des caractéristiques spécifiques qui justifient qu'on soit très attentif, mais avec une connaissance parfois insuffisante pour bien identifier les différences. Alors, il y a beaucoup de domaines dans lesquels la médecine de précision, pardon, a fait donc d'abord par la cardiologie, hein, les cohortes qui ont été mises en place il y a maintenant presque un siècle et demi, non, presque un siècle, pardon, Framingham, qui ont permis de définir le seuil diagnostique de l'hypertension. Avant, on disait une tension élevée ou basse, mais en fait, ce seuil dit qu'au-delà de ce seuil-là, on a des conséquences physiques de l'hypertension qui justifient la prise en charge. Donc, ça a été quand même des éléments importants. Puis, quand on a pu génotyper l'ensemble du génome humain, ben, ça a été un élément important puisque ça a permis notamment de développer les premiers traitements ciblés des cancers avec des caractéristiques génétiques de populations pour lesquelles la survenue d'un cancer était plus probable du fait de ces caractéristiques-là et qui permettaient de réfléchir à la prise en charge. Et puis récemment en neurologie, ben, la compréhension de la présence d'auto-anticorps contre les protéines bêta-amyloïdes considérées comme un biomarqueur de la maladie d'Alzheimer, c'est très récent. Il nous reste à voir comment en psychiatrie on peut faire ça. Donc c'est l'idée de ce projet qui va, à partir d'un réseau qui est le réseau que vous connaissez des centres experts qui a présenté tout à l'heure, qui est groupé avec un autre réseau de travail sur les premiers épisodes de maladies psychiatriques
qui s'appelle Psycare, et donc en fait qui permettent de grouper les forces pour pouvoir caractériser des patients présentant différents types de troubles, troubles bipolaires, dépression récurrente, schizophrénie et troubles du spectre autistique sans déficience intellectuelle. L'idée dans ce cadre-là, c'est de caractériser les individus avec ceux qui participeront à cette cohorte avec ce phénotypage approfondi, de pouvoir recueillir des informations, ces fameuses informations omiques évoquées, d'utiliser des outils digitaux et notamment des outils comme des montres connectées qui permettent de recueillir des informations qu'on pourra analyser, mettre en rapport avec le reste, et puis utiliser de l'imagerie cérébrale très spécifique. Donc on voit que par rapport à la cohorte précédente, la cohorte de psycho, et ben en fait nous avons il y a on va dire une développement de la capacité de la cohorte pour améliorer l'identification et vraiment améliorer la connaissance. On a vu qu'on a pu apporter déjà des connaissances, on va essayer de faire mieux. Et une grande partie aussi du projet consiste à financer des études pour les modèles animaux, pour permettre d'explorer les modèles animaux dans les troubles schizophréniques, aussi de favoriser des essais cliniques avec des traitements spécifiques qui peuvent être des traitements médicamenteux, mais aussi des traitements par neuromodulation, mais aussi éventuellement des interventions psychothérapiques. Favoriser des partenariats publics-privés pour essayer justement de dynamiser l'ensemble de tout le contexte dans lequel on peut faire ces recherches, dont le but c'est de l'apporter le plus rapidement possible vers les gens pour lesquels ça peut être important et utile. Et puis surtout, toute une partie qui consistera à faire des stratégies d'information, parce qu'on l'a vu, on essaie de mettre en œuvre le partage de ces informations pour modifier les modalités de prise en charge, mais c'est difficile, c'est lent et ça nécessite beaucoup d'efforts. Alors, on va faire de la même manière recueillir tous ces éléments d'information, ce qui va nécessiter une infrastructure très importante pour collecter, bien sûr, mais surtout réunir toutes ces informations, qu'elles soient d'une qualité homogène, parce qu'on ne se rend pas compte. Moi, initialement, je comprenais assez mal ça. Je me disais, oh, bon, on met tout ensemble, ça ne va pas être très compliqué, mais c'est bien plus compliqué que ça et ça demande beaucoup d'expertise. Et donc, l'expertise qu'on a pu acquérir précédemment avec les travaux qu'on a pu développer. Mais on voit que l'idée est de pouvoir regrouper ces informations et de pouvoir aussi largement donner accès aux informations pour les chercheurs, de manière à pouvoir essayer de travailler de façon coordonnée sur ces maladies psychiatriques et essayer de mieux les comprendre, de mieux les mettre en œuvre des stratégies qui permettront, une fois qu'on les a dépistés, on a vu l'importance du dépistage, de mieux les traiter. Alors, vous voyez, ça, c'est le parcours qui sera pour les patients qui vont participer à la, à la cohorte. Vous voyez l'inclusion. On va essayer d'utiliser des outils qui permettront de faire en utilisant des autoquestionnaires. On va essayer d'utiliser à fond, si on peut dire, toutes les stratégies numériques pour rendre moins difficile et moins long toutes les évaluations, des évaluations psychologiques, des évaluations aussi avec comme on le voit avec des IRM, et puis tous les éléments de la biologie qui permettront de recueillir toutes les informations nécessaires. Donc, vous voyez cette description, ça demande 2 visites par patient, 2 IRM pour avoir les informations. Vous voyez, c'est toute une infrastructure qui demande beaucoup d'efforts, bien évidemment, mais qui est importante compte tenu de la qualité des informations et de la quantité d'informations qu'on veut recueillir. Donc, vous voyez, on va commencer en septembre prochain, 2500 patients qui représenteront les différents troubles présentés, mais aussi 500 témoins, justement pour avoir un élément de comparaison, 3 ans d'inclusion. Les patients qui, compte tenu de la lourdeur de ce qui va être fait, seront indemnisés. Et donc, on mobilise, je veux dire, toute cette infrastructure qu'on a bâtie au fil des années et toute cette capacité à pouvoir recueillir toutes ces informations, à les traiter pour pouvoir mener à bien ce projet, qui est un projet très ambitieux, qui place la France dans un contexte international où des projets comme ça se développent dans d'autres pays, Allemagne, Angleterre, Canada, et donc en fait Australie, avec des projets quand même de collaboration internationale pour essayer d'unir nos forces dans le sens d'une amélioration des connaissances. Un élément important, c'est ça, c'est les données d'intégration. C'est important de comprendre comment ça fonctionne. On parle beaucoup des données de santé et on a raison. En fait, les bases de données comme ça sont des bases de données qui nécessitent d'être extrêmement sécurisées, qui nécessitent de respecter des réglementations. On peut se plaindre des réglementations, mais là, elles ont un intérêt, c'est de protéger
l'intimité et la réalité de cette... on partage les connaissances, mais le but, c'est justement dans un respect de l'anonymat, puisque toutes les données seront pseudonymisées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir d'identification directe. Et donc, on a mis en place une infrastructure qui est extrêmement difficile à mettre en place et qui nous prend du temps, et pour rendre cela tout à fait performant dans ce domaine-là. Donc ça, c'est important parce que si jamais vous étiez intéressé ou des personnes étaient intéressées de participer à ces cohortes, ben en fait, cette information-là, elle peut être demandée au sein de la Fondation fondamentale par rapport à ça. Donc, une fois de plus, merci à tous d'avoir contribué à Psychord, comme ça a été dit. Et si vous souhaitez continuer à faire avancer la recherche, si autour de vous, des gens peuvent souhaiter cela, eh ben, n'hésitez pas à nous rejoindre et n'hésitez pas à nous poser les questions nécessaires. Parce que nous espérons aller vers de nouvelles avancées scientifiques. Donc, merci une fois de plus de votre engagement et nous essayons de faire en sorte qu'il permette de modifier la connaissance d'abord, mais aussi la manière dont on peut prendre en charge les patients. Je pense que c'est un objectif extrêmement important. Voilà, on a terminé cette session concernant, concernant la schizophrénie. Et donc, on va se quitter. On a échangé quelques questions. Bien évidemment, n'hésitez pas à utiliser les ressources. Allez voir le site Internet, hein, et donc, posez-nous des questions. On est là pour y répondre au mieux que nous pouvons.